est reparti comme promis avec Stéphane Sauduteil. Vous restez avec nous, hein. C'est la nuit du trading, la deuxième édition. Elle touche à sa fin. Juste après vous, Stéphane, on sera avec un jeune talent, une humoriste. Enfin, elle sait tout faire, hein. Du cinéma, de la télé, des séries. Elle gagne à être connue. Elle est déjà un peu connue, mais ça pourrait être encore plus. Et on y aidera, on aidera ce soir. Stéphane, on parle ensemble de scalping. C'est pas la première fois qu'on en parle tous les deux, mais tout le monde ne connaît pas encore. Technique chirurgicale. Vous voulez peut-être un micro, remarquez. Non, au pire, je vais vous passer le mien. Technique chirurgicale, on essaie de gagner quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Sur quoi? Sur quelques heures, sur une journée? Oui, sur même pas forcément quelques heures, sur quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, voire une heure ou deux. Mais là, après, on bascule non plus sur du scalping, mais sur du day trading. Le schéma que je vais évoquer ce soir, puisqu'on va parler vraiment stratégie et puis modus operandi, j'adore cette expression, ça fait un peu désuet par rapport à une technique un petit peu chirurgicale et moderne. Le schéma de ce soir est un peu coincé entre deux horizons, c'est-à-dire entre le scalping et le day trading. C'est-à-dire qu'on peut avoir une opération qui se passe très bien, très vite, en très peu de temps, et là on va considérer que c'est du scalping. Et puis on peut également être entraîné vers une opération qui va s'éterniser un petit peu. Alors s'éterniser, je m'entends, durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là finalement, quand on prend du recul et qu'on se retourne sur notre opération, ben, c'est effectivement là du day trading et plus du scalping. Le scalping, c'est en théorie pour les puristes, c'est quelques minutes à aller, une trentaine de minutes, et le scalping, c'est au-delà le day trading, pardon, c'est au-delà de 30 minutes. Voilà. 10-15 minutes de théorie, après vous nous prouvez quand même que ça fonctionne, hein. On est d'accord? Bon, bonne présentation. Donc je vais essayer en 30 minutes, c'est toujours un challenge d'expliquer quelque chose d'assez technique, mais bon, je vais vous faire voir précisément à l'aide de graphiques la façon dont je vais opérer sur ce schéma technique et tactique, et on verra également à la fin les résultats de cette stratégie sur un compte qui est réel, audité par un site indépendant qui s'appelle MyFXBook. Voilà. Donc c'est parti. Donc bon, peut-être que vous ne me connaissez pas pour la plupart, donc je suis Stéphane Sauduteil, je suis analyste technique, trader, auteur du livre Le Scalping aux éditions Galino. Je suis responsable du site technibourse.com et co-responsable du site robot.fr. J'interviens de temps en temps sur BFM Business et je suis trophée d'or 2012 du Salon de l'analyse technique de Paris. Le sommaire, puisque j'ai pour habitude d'être assez rigoureux dans mon approche, donc je vais essayer de vous expliquer avec un maximum de simplicité et de rigueur le schéma graphique que je veux essayer de vous faire comprendre ce soir. Autant dire que le challenge reste quand même assez ambitieux en une trentaine de minutes. Donc je réserverai quand même 5 minutes de questions-réponses si je n'ai pas été assez clair ou si vous voulez poser des questions assez précises sur tel ou tel point de la stratégie. Donc on va voir la construction d'une stratégie de scalping adaptée au Forex ou au CFD. Donc là, on ratisse vraiment large. On verra les éléments clés d'une stratégie. Alors là, c'est vraiment les éléments que tout trader doit prendre en compte du moment où il exerce une activité de day trading, de scalping, d'investissement sur les marchés financiers. Si vous n'avez pas abordé ces éléments clés, vous êtes en situation de vulnérabilité, donc potentiellement en situation de perdre plus ou moins beaucoup d'argent. On verra la stratégie en elle-même et son modus operandi, et on verra en conclusion l'application de cette stratégie sur un compte réel audité. Donc pas de tricherie. La construction donc d'une stratégie en scalping. Une stratégie en fait doit être issue, enfin j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, doit être issue d'un schéma récurrent identifié sur les marchés financiers. Tout le monde a regardé à un moment ou à un autre un graphique et s'est dit, tiens, ça monte ou ça baisse, cette structure de hausse ressemble à ce qui s'est passé il y a 2 jours ou 2 mois ou 2 ans. Pareil pour une structure baissière. Donc du moment où vous dites ça, c'est que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui se reproduit régulièrement. Alors même si on dit que les marchés sont aléatoires et chaotiques, ça excuse effectivement toutes les erreurs de gestion possibles. On dit je ne pouvais pas prévoir, c'est aléatoire et chaotique, un coup je gagne, un coup je perds.
Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'aller un peu plus au fond des choses et se dire, ben oui, mais dans cet aléa et dans ce chaos, il y a de l'ordre, et c'est cet ordre, en fait, que je vais essayer de chercher, d'expliquer, puis de modéliser. Donc on est vraiment dans cette approche-là que je vais essayer de vous décrypter en 30 minutes. Donc un schéma récurrent, qu'est-ce qu'il doit vous proposer, qu'est-ce qu'il doit apporter? Donc un schéma récurrent, doit être avant tout être simple à expliquer. Si vous commencez à douter de votre récurrence ou être flou dans vos explications, c'est que soit ce n'est pas une bonne récurrence, soit vous n'avez pas suffisamment travaillé cette récurrence. Et il y a cette petite maxime qui dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». C'est-à-dire que si vous avez bien compris la récurrence, normalement, vous pouvez l'expliquer à votre boulanger ou à votre boucher et il comprendra parfaitement. Un schéma récurrent doit être également simple à exécuter. Moi, je dis toujours, lorsque je lance une opération de scalping ou de day trading ou autre, je sais ce que je cherche et je sais la façon de l'exécuter. Donc déjà, ça permet d'éviter de chercher autre chose ou se perdre un petit peu en digression ou aller travailler des moments qui sont moins opportuns. Non, on a repéré quelque chose qui a tendance à se répéter, on attend qu'il se répète parce qu'on sait comment va se dérouler dans 80% des cas le mode opératoire. Alors avec un gain ou une perte, mais au moins on met les pieds dans quelque chose qu'on maîtrise. Ça, c'est très important. Les points 1 et 2 permettent finalement le processus de création de certitude. C'est-à-dire que quand vous allez mettre de l'argent sur les marchés financiers, si vous n'êtes pas un minimum convaincu de votre récurrence et donc de votre façon de procéder sur les marchés, jamais vous appuierez sur le bouton parce que vous serez tétanisé de peur de perdre. Ça, c'est la nature humaine qui est comme ça et malheureusement, on n'y peut rien. Aussi, votre schéma récurrent doit vous permettre de travailler avec une taille de position croissante. Si vous avez confiance dans ce schéma, que vous avez commencé à travailler avec des petites expositions, que vous avez tissé un rapport de confiance et finalement de gain avec votre schéma, il va falloir essayer de réinvestir les bénéfices de façon à croître avec le réinvestissement de bénéfices, voire éventuellement de rajouter un petit peu au pot, de remettre un petit peu de capital, mais il faut faire toujours très attention parce qu'il ne faut pas que la loi des grands nombres, quand vous travaillez avec 10 000, ok, je m'en sors bien, si vous travaillez avec 50 d'un seul coup, est-ce que vous allez continuer à bien appliquer votre schéma? Ça, le trading reste sensitif, vous devez être à l'écoute de vos possibilités et si vous êtes trop capitalisé, il faut savoir faire marche arrière, sinon vous êtes en danger. Alors, ça, c'est très important. Les éléments clés d'une stratégie, on va en aborder 5. Il y en a un 6e. Je vous poserai peut-être la question pour savoir quel est le 6e élément clé qui manque dans cet exposé de ce soir. Donc, le premier élément clé d'une stratégie, bien entendu, ça va être le point d'entrée. Pourquoi j'achète, pourquoi je vends à découvert, quel processus technique, puisque moi je suis analyste technique, quel processus technique me permet de trouver un point d'entrée. On va le voir, bien sûr. Le schéma que je vais vous faire voir va répondre à tout ça, bien sûr. Un stop, c'est-à-dire un niveau au-dessus ou en deçà duquel la stratégie est morte et donc il faut savoir prendre ses pertes et débriefer pour voir si l'échec vous appartient ou appartient au marché. S'il vous appartient, là c'est une belle leçon à mettre en place et dire la prochaine fois je vais faire attention de bien respecter ma méthode et je me ferai pas prendre comme cette fois-ci. Par contre, si le stop est touché mais que tout a été bien pensé, ça doit vous permettre de rebondir parfaitement et de ne pas trop vous poser de questions et d'enchaîner parce que, bien entendu, on ne peut pas gagner dans tous les cas de figure. Le troisième point clé d'une stratégie, c'est bien entendu l'objectif. Alors un objectif, on peut déterminer n'importe quel objectif, mais c'est un objectif que je considère comme statistiquement atteignable
avec certainement beaucoup de travail empirique fait derrière. Qu'est-ce qui est statistiquement atteignable? Soit on utilise des outils liés aux statistiques, comme par exemple les bandes de Bollinger, soit on passe des heures et des heures devant ces écrans, ce qui a été mon cas, pour dire, voilà, dans cette stratégie, je sais que si j'achète, statistiquement, j'ai 8 chances sur 10 de monter sur tel niveau. Au-delà, je ne peux plus prévoir parce que ça devient plus aléatoire. 4, quelque chose de crucial, qui est souvent un petit peu... Le point 4 et 5 est vraiment hyper négligé par les investisseurs particuliers. C'est un petit peu mon retour d'expérience quand j'ai formé quelques personnes qui me fait dire ça. Un bon money management de position. Alors, vous avez 2 styles de money management, de position et de capital. Management de position, c'est le rapport grosso modo gain-perte, pour être simple. Alors, il serait bien, dans votre stratégie récurrente, que votre rapport gain-perte soit compris entre 2 et 3. Alors, s'il est plus, alors ça c'est génial. S'il est un peu moins, c'est pas dramatique, mais il faudra que votre taux de réussite soit beaucoup plus fort pour supporter un rapport gain-perte inférieur à 2. Mais on le verra plus précisément dans l'exemple que j'ai bien décortiqué pour que vous compreniez bien entendu tout ça, le point d'entrée, le stop, l'objectif, le money management de position. Et le 5e élément, c'est le money management de capital. Alors, c'est là où les gens ont tendance à exploser en abordant ce point. Moi, je vous dis en fait que je ne prends jamais un risque supérieur à 2% de mon capital lié au trading par jour de trading. Dès que vous posez ce postulat, ça tue dans l'œuf toute capacité à travailler avec des effets de levier gigantesques. Si vous travaillez avec un effet de levier gigantesque, vous n'êtes plus dans un money management de capital avec un risque inférieur à 2%, mais ça peut monter à 10, à 20, à 30, à 50. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui finalement considèrent l'investissement sur les marchés financiers non pas comme un investissement pesé, mesuré, pondéré, rigoureux, froid, calculé, mais comme le casino. C'est-à-dire, je mets tout sur le rouge et puis si ça sort, c'est super, et si ça ne sort pas, tant pis. Voilà. D'accord? Et donc, quand votre stratégie vous fait risquer plus de 2% de votre capital par jour, ça veut déjà dire que vous avez une tendance un petit peu suicidaire sur les marchés financiers. Voilà. Donc, demain, vous regarderez un petit peu ça et vous verrez qu'il y en a certainement beaucoup d'entre vous, je suis désolé de vous le dire, mais qui auront certainement un risque supérieur à 2% par jour. Si je suis encore là au bout de 15 ans d'expérience sur les marchés financiers, c'est principalement grâce à cette règle numéro 5. Et il y a une 6e règle que je n'aborderai pas ce soir parce que déjà ce n'est pas forcément la partie où je suis le plus doué pour m'exprimer, mais ce 6e point a été abordé par mon co-auteur du livre que j'ai écrit avec lui sur le scalping, Gilles Serrault, lors de la dernière nuit du trading. On pourrait mettre en 6 gestion de ressources mentales liées au trading. Le mental, c'est quoi? C'est la simplicité dans l'exécution, c'est la gestion de l'incertitude liée à toute action de bourse. Donc, vous aurez un bon mental, déjà, vous renforcerez considérablement votre mental si vous arrivez déjà à bien poser et à expliciter le plus simplement et le plus clairement possible les 5 points que l'on vient d'aborder. La stratégie et son modus operandi. Donc, on va définir l'environnement graphique de cette stratégie, qui est très simple. N'hésitez pas à l'expérimenter sur vos plateformes IG. Et moi, je travaille avec ProRealTime, les graphiques ProRealTime. Donc, n'oubliez pas que sous IG, vous avez l'interface graphique ProRealTime où vous pourrez refaire, mais à l'identique, ce que je vais vous proposer là. Du reste, ce sera affiché, bien sûr, avec des graphiques ProRealTime. Ceux qui ont l'habitude de travailler sous ProRealTime, sous IG, ne seront vraiment pas du tout perdus quant à ce que je vais afficher. Donc, en fait, je vous ai dit que c'est un schéma tactique. Moi, j'ai plusieurs schémas tactiques.
y a une infinité de schémas tactiques. C'est-à-dire qu'il y a une infinité. Alors, ce qui est plein d'espoir pour vous, c'est que soit vous êtes un peu caméléon, c'est-à-dire caméléon, vous allez aspirer un petit peu la stratégie de quelqu'un qui a déjà pensé avant vous de nombreuses heures, pour ne pas dire jours, mois, années, et vous allez essayer de coller à ses pas et d'utiliser sa stratégie. Ou alors, vous avez l'âme un petit peu d'un chercheur, comme Christophe Colomb, hein, vous montez dans la caravelle et puis vous ne savez pas s'il y a de la terre au bout. Donc, vous regardez les graphiques et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se répète, eh bien, vous essayez de poser sur un papier le modus operandi de cette répétition qui va aboutir à la création d'un schéma stratégique axé sur les 6 points, enfin les 5 points qu'on a vus, plus la gestion de ressources mentales qu'il faudra par un biais ou par un autre apprendre également. Donc, on va utiliser un graphique 5 minutes. On aura sur ce graphique, alors graphique 5 minutes en chandelier japonais, c'est quand même beaucoup plus joli d'un point de vue visuel, et puis c'est toujours intéressant de regarder un petit peu les structures des chandeliers japonais également. On va utiliser 2 moyennes mobiles exponentielles à 20 et à 50 périodes, et on ajoutera des bandes de Bollinger à 50 périodes sur la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. On utilisera également des moyennes mobiles un peu plus longues, toujours exponentielles, à 100 et à 250 périodes. Par rapport à ce que je veux vous expliquer, on aurait suffisamment d'outils pour déjà appliquer la récurrence que je vais essayer de vous faire comprendre. Alors, le schéma intègre aussi, et l'environnement graphique, intègre aussi le RSI à 21 périodes, avec le niveau 50 et les bornes de surachat sur vente 70-30. C'est un peu compliqué en 30 minutes de vous expliquer également en long, en large, en travers ce que c'est qu'un RSI. Mais l'essentiel, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse ce soir, si vous comprenez en 30 minutes le schéma, alors là, je suis très fort et très synthétique, et vous êtes encore vraiment très frais à 22h20 pour bien comprendre, c'est génial. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est un peu l'enchaînement de tout ça. C'est-à-dire le processus de création et ce vers quoi il faut tendre si vous décidez d'appliquer ce schéma ou si vous allez vers vos propres schémas. Ce que je vous interdis nullement, bien entendu. Donc voilà, on va retrouver ce schéma, ces outils sur un graphique. Donc moi, ce qui va m'intéresser sur ce graphique, si vous voulez, c'est de repérer les zones de congestion horizontale. Et ce qui va m'intéresser également, j'ai un pointeur laser, ça va être sympa, c'est les phases. Alors, pour redéfinir un tout petit peu les outils que vous ai dictés tout à l'heure, donc en vert, les 2 moyennes mobiles vertes ici sont les moyennes mobiles les plus longues, c'est-à-dire à 100 et à 250 périodes. Et les moyennes mobiles bleues, ce sont les 2 moyennes mobiles les plus courtes à 20 et à 50 périodes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est lorsque les cours vont vraiment se rapprocher de ces 4 moyennes mobiles et que ces 4 moyennes mobiles vont être le plus compressées possible. D'accord ? Ça correspond, pour ceux qui sont un petit peu plus à un stade plus avancé dans le trading, ça correspond souvent à des phases de consolidation avant soit une reprise du mouvement dans le sens de la tendance, soit éventuellement un retournement de la tendance. C'est-à-dire on est dans une tendance baissière, on sort par le haut et on va peut-être vivre une nouvelle séquence haussière. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette phase de compression entre les moyennes mobiles vertes et les moyennes mobiles bleues. Et on va pouvoir délimiter souvent, là je l'ai mis, le rectangle orange, c'est une phase de congestion horizontale, et c'est là où je vais commencer à trouver de la récurrence de situation d'une phase de consolidation en une autre phase de consolidation. Donc là, je vous explique assez rapidement, mais je vais prendre beaucoup plus de temps avec le schéma suivant. Donc l'idée, c'est de bien isoler une phase de dérive horizontale
Alors, je la délimite vraiment, pour ceux qui sont un petit peu experts en chandelier japonais, par rapport à l'ouverture ou à la clôture. Je n'intègre pas les ombres, c'est-à-dire les plus hauts ou les plus bas qui ont été faits sur ces chandeliers. Ce qui va m'intéresser, c'est lorsqu'on va sortir par le haut ou par le bas de cette zone de consolidation. Là, on en sort par le bas, on le voit clairement ici, hein, on a des bougies qui clôturent sous notre rectangle. Alors, ce qui va m'intéresser également, pour être sûr un petit peu de mon coup, c'est que cette correction horizontale va durer au moins 5 heures. Alors, on trouve souvent ça en début de matinée sur sur des paires de forex. Parce que souvent, la nuit, il y a peu d'activité et on passe son temps à consolider. Et même si on est dans des tendances assez fortes, haussières ou baissières, pendant la nuit, comme il y a beaucoup moins d'intervenants, on passe son temps à consolider. Alors c'est valable également un petit peu sur les CFD, par exemple, sur le CAC 40, puisqu'ils sont cotés 24-24. C'est tout à fait possible de travailler sur n'importe quel produit. Donc, on va parler un petit peu modus operandi, c'est-à-dire que quand on va sortir de cette congestion horizontale, je vais vendre le marché ici, et je vais mesurer une distance L. Ma distance L, c'est entre mon point d'entrée et le sommet de ma congestion latérale. Et cette distance L, je vais la reporter par rapport à mon point d'entrée, mais je vais la multiplier par 1,5. Pourquoi par 1,5 ? Eh bien, c'est là mon observation. Mon observation m'a dit que, de façon empirique, bien entendu, que statistiquement, le marché avait tendance à aller servir 1,5 fois, beaucoup plus souvent, bien plus de 50% des cas. Donc, et vous allez comprendre également l'intérêt. Alors, on a notre point d'entrée, qui est ici. On a un objectif à L fois 1,5. Il suffit maintenant d'avoir un stop. Le stop, eh bien, on va le prendre de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va faire confiance aux moyennes mobiles bleues et dès qu'on a eu notre signal, on remonte et on s'attache à trouver le point de croisement des moyennes mobiles bleues. Et souvent, le point de croisement est un fort niveau de résistance, c'est-à-dire que le marché aura beaucoup de mal à monter au-dessus de ce niveau de résistance. Et alors, ce qui est assez fantastique, c'est que ce stop, est situé souvent à L sur 2. C'est-à-dire souvent, le point de croisement est au milieu du canal. Donc, vous me voyez arriver, cette stratégie, c'est une stratégie avec un très bon équilibre gain-perte, puisque si on perd, on va perdre L sur 2, et si on gagne, on va aller chercher L fois 1,5. Donc, ça veut dire que notre rapport gain-perte est de 3. Quand je vais perdre 1. Quand je vais gagner 3. Donc, ce qui sous-entend que même si j'ai un taux de réussite de 35%, ou même presque 30%, dans 10 opérations, j'en réussis 3, j'en perds 7, et ben je vais continuer à gagner un petit peu d'argent. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de concevoir le trading. Alors, pour terminer, quasiment terminer, je vais reprendre un exemple qui est totalement différent. Et je vais essayer d'aller un tout petit peu plus doucement pour que vous, déjà révisiez ce modus operandi. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des phases où nos moyennes mobiles vertes et bleues vont se rapprocher. Si elles se rapprochent, c'est souvent qu'on va pouvoir déterminer un rectangle de consolidation. Ce rectangle de consolidation, on s'assure qu'il est quand même supérieur à 5 heures. Alors, si vous avez 4 heures, c'est acceptable, mais ne descendez pas trop en dessous des 4 heures. Donc, j'ai mis 5 heures pour prendre un peu de marge. On vend ici le débordement par le bas, l'enfoncement du rectangle. C'est notre point de vente à découvert. Donc, on pense que le marché va baisser à l'avenir. C'est un signal de vente. On mesure la hauteur L entre notre point d'entrée et le haut de la zone de consolidation.
On reporte ce L en le multipliant par 1,5. Ouais, c'est de la géométrie élémentaire. Hein. Mon fils de 15 ans le fait sans problème. Hein. L fois 5, c'est notre objectif statistiquement atteignable. L'objectif est ici. Le stop au niveau du point de croisement. On a bien un stop à 0,5 fois L. Notre couple gain-perte, 1,5 sur 0,5 est égal à 3. Voilà un petit peu, c'est un peu rapide, je le conçois. Je suis dans le timing, il me reste 7 minutes ou pas 7 minutes. C'est Jean-Louis qui m'a mangé du temps sur mon intervention alors. Ok. Alors 2 minutes. Donc, cette stratégie, pour terminer, voilà ce que ça donne. Ça donne une courbe en escalier relativement parfaite. Alors, il y a juste 2-3 choses supplémentaires que je n'ai pas eu le temps, bien entendu, de vous proposer là. C'est une stratégie qui a été auditée depuis le 16 mai dernier, vous voyez, qui fait 17% depuis le 16 mai dernier. C'est un vrai compte de trading, c'est un vrai site qui l'audite. Et ce qui m'intéresse, vous voyez, on est bien sur average win, average loss, c'est gain sur perte. Et le site le dit automatiquement hein, par rapport aux opérations qui ont été passées depuis mai dernier. Et on voit bien qu'on est dans un rapport de 2,38. C'est le postulat que je vous ai évoqué tout à l'heure dans l'une des 5 règles. J'ai grosso modo terminé. Si vous avez 2-3 questions, je peux y répondre. Voilà. On va les prendre ensemble. Voilà. Et merci pour les encouragements. Une première question pour vous, Stéphane. On n'en prendra que 2, je pense, parce on arrive au terme de cette soirée. Enfin, au terme, non. Il y a la surprise qui arrive. Le One Woman Show, restez avec nous. Est-ce que l'analyse technique des particuliers a des craintes à avoir des algorithmiques mathématiques des pros, des hedge funds, des fonds spéculatifs? Stéphane. C'est difficile d'être très tranché sur cette question, mais je dirais quand même que oui, il y a une différence quand même entre les professionnels et les particuliers. Les professionnels ont bien sûr les profondeurs des carnets bien plus détaillées que vous. Il y a des algorithmes également de trading qui sont chargés d'espionner un petit peu s'il y a des choses récurrentes qui se font sur les marchés ou d'observer les niveaux de rupture, d'étudier un petit peu, d'essayer d'aller faire décrocher les stops. Donc c'est vrai que si vous avez une approche ultra basique, il y a une grande chance que vous soyez victime de ce genre d'algorithme. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu plus malin, bien observer, bien trouver la récurrence, bien penser son schéma tactique, bien positionner ses stops, ne pas hésiter à travailler des stops avec des faisceaux techniques et pas sur simplement un niveau précis, un point bas ou une ligne droite, mais associer des faisceaux d'indications où plus on va remonter sur ce niveau, plus il y aura d'intervenants qui vont prendre des paris inverses et donc votre stop ne sera pas touché. Voilà, en fait, je pense qu'il faut être beaucoup plus malin qu'intelligent finalement quand on fait du trading. Merci Stéphane. On en reprend une dernière ou pas pour la route? Allez, une dernière. Je cherche un livre ou un guide de scalping. Avez-vous des références à me communiquer? Je ferai un chèque à la personne qui a posé cette question. Mon livre, je pense, est tout à fait adapté. Bon, aux éditions Galino. Exactement. C'est ça. Ouais. Le scalping. Et puis on vous lit aussi sur vos sites technibourse.com et robo.fr. Robo avec 2 B. Ouais, pas de T. 2BO.fr. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane Sauduteil avec nous ce soir, trader indépendant, trader pour compte propre. Dans 2 minutes, la